Solène Karoff, bonjour, vous êtes sociologue et maîtresse de conférences à Sorbonne Université. Vous êtes également l'autrice de l'ouvrage Grossophobie, sociologie d'une discrimination invisible. Quels sont les moments les plus discriminatoires du parcours professionnel en termes de grossophobie ? Alors lors du parcours professionnel, on peut distinguer 3 moments où les personnes en situation d'obésité sont victimes de discrimination. Le premier moment, c'est l'entrée à l'université. Donc ça, c'est plutôt des travaux de recherche en statistique, en sociologie ou en économie qui ont eu lieu plutôt aux États-Unis. Ensuite, le deuxième moment, c'est bien sûr l'entrée, c'est-à-dire le recrutement directement. Donc là, on voit effectivement, et notamment avec des études de testing qui ont pu être montrées il y a une vingtaine d'années par Jean-François Amadieu et l'Observatoire sur les discriminations, ont pu montrer qu'effectivement, il y avait une discrimination à l'embauche des personnes en situation d'obésité. Et le troisième moment que l'on peut identifier, c'est plutôt les moments où les personnes en situation d'obésité demandent par exemple des promotions. Et où là, en l'occurrence, elles reçoivent souvent moins de promotions. Donc dans ces cas-là, elles réussissent moins à avoir une carrière, on va dire, importante dans leur vie à cause de cette discrimination. Quels sont les stéréotypes que subissent les personnes victimes de grossophobie ? Alors, dans la société, de manière générale, les personnes qui sont en situation d'obésité, qui sont désignées comme trop grosses par la population, par la société, par les films, etc., sont en général victimes d'un certain nombre de stéréotypes, les associant à la passivité, au manque d'intelligence, au manque de capacité de manière générale, au manque de performance, on pourrait dire, même dans une perspective économique. Par conséquent, ces stéréotypes biaisent du coup les représentations des employeurs, puisque les employeurs, ils ont envie bien sûr de recruter des employés actifs, positifs, qui vont prendre des initiatives, etc. Et ça va tout à fait à l'encontre de ces stéréotypes péjoratifs qui sont liés à l'obésité ou à la grosseur. Alors en fait, en général, en sociologie, on va distinguer 2 types de discrimination liées au recrutement de personnes en situation d'obésité ou de manière générale qui ont un stigmate dans la société. On va dire des discriminations qui sont liées aux stéréotypes, donc c'est effectivement le fait de considérer qu'une personne va être moins compétente, moins qualifiée, moins performante, etc. Donc ça va être le cas des personnes en situation d'obésité. Et il y a un deuxième type de discrimination qu'on va plutôt intituler des formes de discrimination statistique ou probabiliste, qui sont plutôt l'idée que le recruteur, l'employeur, va considérer, en fait, il va associer à la personne qu'il rencontre pour un potentiel recrutement, il va lui associer des caractéristiques liées à son groupe, c'est-à-dire, alors ça peut être des croyances, ça peut être des connaissances, donc par exemple dans le cas de l'obésité, ça va être l'idée qu'une personne en situation d'obésité a plus de risques d'être en mauvaise santé, que ça soit vrai ou pas dans le contexte du groupe d'une certaine manière, on s'en fiche. La question, c'est que ça va avoir des conséquences du coup sur l'emploi, puisque le recruteur, l'employeur va être plutôt inquiet de recruter un employé qui potentiellement pourrait avoir des risques pour sa santé. Et donc, c'est ce qu'on appelle une forme de discrimination statistique. Voilà, on va attribuer à l'individu singulier des caractéristiques de son groupe. Et ça, on le remarque d'autant plus aux États-Unis, où les employeurs, les entreprises doivent très souvent payer les assurances santé des employés, ce qui peut coûter énormément d'argent. Et ils freinent beaucoup l'emploi des personnes qui ont des maladies ou potentiellement qui pourraient avoir des maladies. Pourquoi les pratiques grossophobes restent-elles aussi courantes au sein de l'entreprise ? Alors je pense que toutes les formes de stigmatisation, c'est-à-dire de rappel un peu du stigmate de la grosseur, sont banalisées et invisibilisées en entreprise parce que d'une certaine manière la grossophobie est acceptée encore socialement et que par conséquent on considère socialement que c'est presque une sorte d'aide que d'aller faire une remarque à une personne qui se resserre à la cantine pour l'encourager par exemple à perdre du poids. Et par conséquent, voilà, il y a une sorte d'acceptation plus générale de la grossophobie qui va avoir des conséquences directes en entreprise sur les employés. Ce qui pourrait être intéressant dans les entretiens qualitatifs, c'est une distinction que j'avais pu observer entre des formes de stigmatisation directe, donc là ça va être une insulte, une remarque déplacée, un conseil non sollicité par exemple, donc typiquement à la cantine, ne te resserre pas, ça te ferait du bien de perdre du poids, ou si tu veux une promotion, tu devrais perdre 10 kilos, des choses comme ça. Et puis après, il y a des formes d'autocensure, donc ça c'est plutôt des formes de grossophobie intériorisées par les personnes concernées elles-mêmes, qui vont les conduire à s'empêcher, par exemple, de prendre la parole en public parce qu'elles ont peur qu'on les regarde, qui vont s'empêcher de demander une promotion parce qu'elles ont peur que justement on les ramène à leur poids. Et d'une certaine manière, ça va avoir autant de conséquences que les formes de stigmatisation directe, puisque du coup elles vont se retrouver dans un espace mental, on pourrait dire presque enfermé par leur grosseur. En quoi la question organisationnelle, matérielle ou de l'équipement est-elle importante ?
Alors la dimension organisationnelle est très importante puisque bien sûr si vous êtes dans un emploi et que vous n'y vous sentez pas bien physiquement, ça va être compliqué pour vous d'y rester. Si le mobilier n'est pas adapté par exemple à la situation d'obésité d'une personne, voilà, l'employé va avoir du mal à être efficient aussi dans son travail si les choses ne sont pas adaptées. On peut faire un parallèle dans ces cas-là avec la question du handicap. Lorsqu'on a une personne qui a des formes d'obésité fortes, donc qui nécessiterait d'avoir un équipement adapté, on est typiquement dans le cas d'une personne qui a un handicap, qui est en situation de handicap et qui pourrait avoir besoin d'avoir un équipement adapté à son handicap pour pouvoir avoir le même niveau de performance attendu par son entreprise. Donc dans ces cas-là, l'équipement, ça a vraiment des conséquences directes en fait, sur la qualité de travail des personnes recrutées. Y a-t-il certains postes ou certaines professions qui exposent plus à la grossophobie ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean-François Amadieu, donc il y a une vingtaine d'années, dans son ouvrage Le poids des apparences, a montré qu'en fait, il y avait des formes de discrimination liées à l'obésité, même pour des personnes qui n'étaient pas en contact direct avec le public. Donc ça veut dire qu'il y a des formes de discrimination qui ne sont pas justifiées, entre guillemets, par le fait que la personne donnerait une mauvaise image, par exemple, de l'entreprise. Donc ça, déjà, c'est un élément intéressant. Je dirais que c'est plutôt le type d'emploi, c'est-à-dire tous les emplois dans lesquels, effectivement, l'apparence physique va être associée à une sorte de performance économique dans lequel la discrimination professionnelle va être la plus grande. Et pour ça, on pourrait évoquer toute une analyse qui a été réalisée notamment par des anthropologues sur la question de l'image sociale qui est associée à certains métiers, c'est-à-dire qu'on associe dans les films populaires, dans la société de manière générale, certains métiers, certaines professions à certains types de corpulence, à certains types de corporalité même de manière générale, parfois même en associant d'autres caractéristiques physiques et pas uniquement le poids. Et par conséquent, une personne qui n'a pas le physique de l'emploi aura plus de difficultés à y être recrutée. Donc on peut imaginer bien sûr une personne, par exemple une personne de petite taille, très menue, aura plus de difficultés à devenir charcutier ou charcutière, mais une personne du coup en situation d'obésité ne sera pas recrutée dans certains emplois parce qu'on ne l'imagine pas dans ces emplois. Donc c'est vraiment l'idée de l'image sociale associée aux emplois qui va avoir des conséquences en termes de discrimination professionnelle pour ces personnes. À l'heure actuelle, quel est le cadre juridique qui permet de lutter contre la grossophobie ? Alors moi je pense que le cadre juridique est largement insuffisant à l'heure actuelle. Bien sûr, les personnes en situation d'obésité peuvent utiliser le critère de l'apparence physique ou le critère de la santé pour porter plainte, par exemple, pour discrimination, évidemment. Il n'empêche qu'il y a eu des réflexions sociales, par exemple, sur d'autres caractéristiques physiques qui ont été jugées comme indépendantes de la question de l'apparence physique. On peut citer la question de la couleur de la peau, tout simplement. Et on a considéré que c'était quelque chose d'important, bien sûr, de signifier socialement qu'il était interdit de discriminer une personne en fonction de la couleur de sa peau ou en fonction de d'autres caractéristiques corporelles. Par conséquent, il me semblerait très important socialement de reconnaître qu'il y a une particularité, que discriminer une personne en situation de son obésité, ça n'est pas la même chose que la discriminer en fonction de son apparence physique. C'est quelque chose d'autre, ça révèle des stigmatisations différentes, ça révèle des croyances sociales différentes et par conséquent, je pense que ça serait vraiment important de le mettre de manière différenciée par rapport aux autres critères. Quelles seraient les 3 premières mesures à mettre en place en entreprise pour lutter contre les discriminations grossophobes ? Alors c'est une bonne question. Que pourraient faire les entreprises pour lutter contre la grossophobie ? Alors je pense que la première chose, bien sûr, c'est de retravailler tout le processus de recrutement pour éviter, bien sûr, que la grosseur de la personne puisse être un critère. Donc ça, je pense que c'est un travail à mener en interne du point de vue des entreprises pour prendre conscience des biais. Parce que évidemment que si les gens pensent qu'ils n'ont pas de biais grossophobes, ils vont risquer de l'être encore plus. Et donc je dirais que l'une des premières mesures, ça serait la question de la connaissance, c'est-à-dire essayer de former son personnel, notamment le personnel des ressources humaines, à ces biais potentiels, de les former à la complexité bien sûr de la situation d'obésité, quelles sont la diversité des causes puisque c'est une problématique multifactorielle, quelles sont les conséquences potentielles. Je pense que déjà il y aurait un travail de formation très important à faire en interne, du point de vue à la fois des personnes qui vont recruter des ressources humaines, mais aussi du point de vue des autres employés. Donc ça serait un premier élément. Un deuxième élément, ça pourrait être effectivement la question de l'équipement. Alors qui concerne plus peut-être les personnes qui sont dans des formes d'obésité importantes, mais je dirais d'une certaine manière tout le monde en bénéficiera. Donc ça peut être bien sûr d'avoir des fauteuils plus solides, d'avoir des équipements plus adaptés, peut-être des espaces peut-être pour que les personnes en situation d'obésité puissent aussi se reposer si elles en ont besoin. Donc là, je pense qu'on pourrait s'inspirer beaucoup des travaux même autour de l'équipement sur la question du handicap. Je pense que ça bénéficierait nettement aux personnes en situation d'obésité et de manière générale, du coup, ce travail sur les personnes en situation d'obésité pourrait bénéficier aussi à d'autres employés
qui ont des besoins particuliers. Donc ça serait un deuxième élément que les entreprises pourraient mettre en œuvre pour lutter contre la grossophobie directement. Après, le troisième élément, ça pourrait être de mettre en place des formes de discrimination positive d'une certaine manière, c'est-à-dire on pourrait imaginer que des entreprises essayent de mettre en place des séances ou des soutiens, ou des formes de soutien ou des séances de coaching par exemple pour aider les personnes en situation d'obésité à dépasser leur propre autocensure, leur propre croyance intériorisée, puisque effectivement, une partie de la problématique de l'obésité en entreprise, c'est aussi que les personnes s'autocensurent et donc ne vont pas aller vers certains postes alors même qu'elles ont toutes les compétences. Et donc, on pourrait imaginer qu'une entreprise ait envie, d'une certaine manière, de permettre à ses employés d'utiliser d'une certaine manière toutes leurs capacités. Et pour ça, il faudrait aider ces personnes-là à dépasser leur propre autocensure. Donc, je pense qu'on pourrait imaginer tout à fait des formations en interne à destination des personnes en situation d'obésité. Comment un candidat peut-il détecter qu'il est victime d'une discrimination grossophobe, même lorsque rien n'est explicite ? C'est compliqué. Je dirais qu'effectivement, le plus facile, c'est bien sûr lorsque le recruteur a des propos directs. Alors, c'est pas forcément des propos directs du type « je ne vais pas vous recruter parce que vous êtes obèse ». Bien sûr qu'en général, c'est formulé un petit peu différemment. Mais on peut imaginer tout de même des formulations qui laisse entendre que la personne ne veut pas recruter cette personne parce que justement elle a des croyances, des stéréotypes péjoratifs liés à la grosseur. Donc là, il faut bien sûr essayer de noter, d'informer, etc. Et si possible de se faire accompagner par une association ou même tout simplement un soutien juridique directement pour aller porter plainte ou en tout cas pour signaler la situation. On peut le signaler par exemple au niveau du défenseur des droits, qu'effectivement on pense avoir été victime de discrimination professionnelle liée à l'obésité. Donc je pense que déjà, ça serait important qu'il y ait une forme de visibilité, même si on n'est pas sûr que ça soit le cas. Et je pense qu'après, c'est plutôt le travail des institutions d'aller essayer de mener justement des testings, d'aller essayer de mener des analyses statistiques pour essayer de démontrer s'il existe ou pas une discrimination professionnelle. Du point de vue des employés, c'est vrai que c'est très compliqué à faire. Pouvez-vous nous parler des phénomènes d'intériorisation de la grossophobie et d'autocensure ? Alors sur les stratégies d'autocensure, en fait ça commence très tôt. On voit que des enfants qui sont en situation de surpoids ou d'obésité vont par exemple s'empêcher d'imaginer qu'ils puissent faire certains métiers. Il faut quand même rappeler bien sûr qu'il y a une prévalence plus forte du surpoids et notamment de l'obésité dans les milieux populaires, dans les classes sociales moins aisées, plus défavorisées. Par conséquent, il y a aussi un lien entre l'autocensure liée au poids et l'autocensure liée au milieu social. Donc c'est parfois difficile bien sûr de dénouer ces deux dimensions. On voit qu'effectivement les enfants, les adolescents, les jeunes adultes vont parfois s'empêcher parce qu'ils ont peur effectivement de ne pas être à la hauteur de l'image sociale du métier qu'ils aimeraient avoir parce qu'ils sont justement en situation de surpoids et d'obésité. Donc ça, c'est un premier élément bien sûr sur lequel il faut que la personne puisse travailler. Et après, les phénomènes d'autocensure, ils vont également se manifester en entreprise lorsqu'une personne ne va pas oser justement prendre la parole, lorsqu'elle ne va pas oser demander une promotion, lorsqu'elle ne va pas oser par exemple se mettre dans un groupe collectif pour faire un projet et elle va rester seule, ce qui peut être plus délicat à mener dans certaines entreprises. Et donc là, je pense que c'est tout un travail à mener aussi en interne, parfois avec l'aide d'une association, parfois avec l'aide de proches, parfois avec l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre, pour essayer de travailler sur ses propres barrières personnelles. Que voudriez-vous dire aux personnes qui ont intégré l'idée qu'elles devaient modifier leur corps avant de pouvoir prétendre à certains emplois ? Alors, j'aimerais dire justement qu'elles sont tout à fait légitimes à faire tous les emplois pour lesquels elles se sentent compétences et pour lesquels elles ont acquis des compétences et qu'il n'y a quasiment aucun métier pour lequel le poids devrait être un critère réellement discriminant. On peut imaginer qu'il y en ait quelques-uns, mais il y a aussi des métiers qui discriminent des gens qui auraient par exemple une petite taille ou qui auraient d'autres caractéristiques corporelles. Donc il ne faut pas nécessairement le prendre pour soi en tant qu'individu. C'est des débats sociétaux qu'il faudrait avoir avec le reste de la population. Mais une personne en situation d'obésité le poids n'a aucun critère, n'est pas un élément plus exactement qui devrait l'empêcher de se positionner sur certains emplois. En cas de discrimination professionnelle grossophobe, vers qui conseillerez-vous de s'orienter ? Alors, pour se faire aider effectivement lorsqu'on est victime de discrimination professionnelle, lorsqu'on croit l'être ou simplement pour essayer de dépasser ses propres mécanismes d'autocensure interne, je pense que le soutien des associations est assez primordial, tout simplement parce que c'est un espace bienveillant, dans la majorité des cas, où on va retrouver des gens qui ont vécu la même chose. Donc encore une fois, ça va légitimer aussi le vécu et faire comprendre que peut-être on avait des doutes d'avoir vécu une stigmatisation, une discrimination professionnelle, mais en fait, en discutant avec d'autres, on se rend compte qu'a priori, on a bien vécu cette situation. Donc ça légitime aussi ce qui a été vécu. Ça permet aussi, grâce à des associations, de contacter aussi des avocats ou des personnes qui vont aider à enclencher une procédure judiciaire si c'est nécessaire.
En revanche, je ne suis pas sûre que les médecins ou les professionnels de santé soient les plus adaptés pour lutter contre la discrimination, puisque c'est un espace social dans lequel il y a également beaucoup de discrimination, notamment lorsque les personnes ne sont pas formées, encore une fois, à la complexité de l'obésité. Donc pour moi, ce n'est pas forcément l'endroit où je pense que les personnes, les candidats devraient nécessairement recevoir de l'aide, sauf s'ils ont bien sûr besoin de l'aide pour eux-mêmes. Et ça peut être tout à fait nécessaire, et notamment par exemple pour lutter contre ses propres biais, essayer de reprendre une estime de soi, se motiver à accomplir ce pourquoi on pourrait être fait. Évidemment qu'un travail avec un psychiatre, par exemple, pourrait être quelque chose de tout à fait utile. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de la grossophobie et de l'évolution des normes corporelles? Alors, ça va être compliqué de faire toute l'histoire de la grossophobie en quelques minutes, évidemment. Ce que l'on sait, c'est que c'est un phénomène extrêmement ancien, puisqu'on a des travaux historiques qui nous montrent que dès l'Antiquité, par exemple, il y a déjà des propos grossophobes dans la société grecque, par exemple. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. En revanche, ce que l'on appelle grossophobie, le phénomène actuel de la grossophobie, on pourrait en tracer les racines au XIXe siècle, avec notamment 3 phénomènes, notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le premier phénomène, c'est la médicalisation de l'obésité et la médicalisation de l'alimentation qui va avoir lieu au XIXe siècle avec la construction de nouvelles disciplines médicales et scientifiques. Le deuxième phénomène, c'est un phénomène industriel, c'est l'arrivée du prêt-à-porter qui va d'une certaine manière uniformiser aussi la norme vestimentaire et donc uniformiser aussi les corps d'une certaine manière, puisqu'il va falloir rentrer un peu dans le prêt-à-porter. Et le troisième phénomène, c'est le phénomène de transformation des normes corporelles au niveau social, ce qui fait qu'on voit un basculement très intéressant au XIXe siècle. Au Moyen-Âge, à Renaissance, etc., les normes corporelles ont évolué. Il y a des périodes où les corps un peu bien en chair, jamais très gros, mais bien en chair, étaient plutôt valorisés chez les hommes. À d'autres périodes, c'était plutôt chez les femmes. Ça, c'est notamment l'historien Georges Vigarello qui montre très bien ça. Au XIXe siècle, on voit qu'il y a une transformation des normes corporelles chez les classes sociales aisées qui vont progressivement valoriser la minceur. Et on voit par exemple qu'il y a des premiers régimes amaigrissants qui sont développés au milieu du XIXe siècle, d'abord chez les hommes et puis ensuite chez les femmes pour faire perdre du poids, avec cette idée déjà qui date de cette époque-là que justement la grosseur, l'obésité d'une certaine manière est associée à un manque de performance, un manque de réussite sociale. On a également une valorisation chez les classes aisées, chez les jeunes filles des classes aisées d'un corps très éthéré, très mince, très pâle, etc., avec vraiment une valorisation romantique presque d'un corps qui n'est plus charnel d'une certaine manière. Et bien sûr, c'est un phénomène de distinction sociale que nous a décrit notamment le sociologue Pierre Bourdieu, qui fait que du coup, les classes sociales aisées vont se distinguer du corps des classes populaires qui commencent à prendre du poids à ce moment-là progressivement, notamment avec l'arrêt des famines, avec le fait que progressivement, ces personnes de milieux plus populaires commencent à avoir accédé à une alimentation de meilleure qualité et surtout de plus grande quantité. Et donc, on voit un basculement vraiment dans cette deuxième moitié du XIXe siècle qui va conduire à la fois à une transformation des normes corporelles, donc en termes de poids et en termes alimentaires, mais également une transformation de la représentation de la grosseur. En quoi les normes de poids pèsent-elles différemment sur les hommes et les femmes? Alors, c'est vrai que dès le XIXe siècle, on voit qu'il y a des différences en termes de normes corporelles chez les femmes et chez les hommes. Alors, ça a toujours eu lieu historiquement, mais je reviens au XIXe siècle puisque c'est un peu l'origine un petit peu de notre époque actuelle, on va dire, en termes de grossophobie. On voit que dès le XIXe siècle, dès la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, il y a une injonction sociale beaucoup plus grande à ce que les femmes fassent attention à leur poids. Et donc l'injonction à la minceur, la norme de minceur telle qu'on la connaît maintenant, c'est une norme de minceur donc, qui date vraiment fin du 19e, début 20e siècle et qui différencie donc, des injonctions sociales envers les hommes et des injonctions sociales envers les femmes. Il va donc y avoir une dimension de genre qui va être extrêmement importante et qui est associée à une dimension de genre liée à l'alimentation, qui va faire qu'il va y avoir des contraintes alimentaires envers les femmes beaucoup plus grandes qu'envers les hommes, avec des choses que les femmes n'auraient pas le droit de consommer parce que ça aurait des effets peut-être sur leur reproduction, leur fertilité, ou des aliments qu'elles n'auraient pas le droit de consommer parce qu'ils sont associés à la masculinité, donc ça pourrait avoir des conséquences sur elles. Donc on va avoir des croyances aussi au niveau alimentaire qui vont témoigner d'une certaine manière de cette différenciation de genre en termes plutôt de poids. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des différences en termes de grossophobie dans le vécu des hommes et des femmes, tout simplement parce que la grossophobie commence plus tard chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire qu'un homme peut être un peu plus gros qu'une femme dans la société avant de commencer à être stigmatisé et discriminé. C'est-à-dire que bien sûr que les hommes qui sont en situation de forte obésité sont stigmatisés et discriminés dans la société, et d'ailleurs ils le sont, c'est intéressant en termes de genre, ils le sont souvent sous des stéréotypes d'efféminement, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'ils ont un corps plus rond, plus efféminé, qu'ils deviennent plus passifs, plus fainéants, caractéristiques qui sont plutôt associées au féminin.
Donc ils vont être plutôt critiques aussi parce qu'ils se rapprochent du féminin et ils s'éloignent du masculin. En revanche, si l'on regarde les caractéristiques corporelles des hommes qui sont un peu gros, donc qui sont par exemple dans la catégorie de surpoids, voire éventuellement début de l'obésité, là, en l'occurrence, les hommes sont moins stigmatisés et discriminés. D'ailleurs, dans les études statistiques, parfois, ils ne le sont pas du tout simplement parce qu'ils vont utiliser dans ces cas-là leur corporalité, leur corpulence, pour justement mettre en évidence une forme de virilité physique, c'est-à-dire de force physique, c'est-à-dire qu'un homme qui est en force surpoids, finalement, c'est un homme qui est costaud dans l'imaginaire, qui est robuste, qui est fort, et donc ce sont des caractéristiques qui sont plutôt positives chez les hommes. Donc il va vraiment y avoir une différenciation de genre dans le vécu du surpoids et de l'obésité. Je me souviens d'avoir interrogé un homme qui était en surpoids, et il m'avait fait rire, donc il n'était même pas en situation d'obésité, il était en fort surpoids, et il m'avait fait rire, donc il avait accepté de faire un entretien avec moi, et il m'avait dit oui, j'ai dit à mes amis que je venais faire un entretien avec une sociologue pour parler de ma grosseur, et mes amis m'ont dit mais tu n'es pas gros, pourquoi tu y vas, etc. etc. Et on voyait qu'il y avait un décalage entre son IMC et le fait que lui se percevait comme trop gros, ça le gênait, notamment dans un rapport de séduction avec les autres, et que par contre, il n'était pas catégorisé comme tel par ses proches. Quel croisement existe-t-il entre ces normes genrées et les critères de classe sociale, d'âge et d'origine ethno-raciale ? Alors c'est vrai qu'en sociologie, depuis une trentaine d'années, on s'intéresse beaucoup à une perspective qu'on appelle intersectionnelle, où l'objectif c'est de croiser un certain nombre d'effets, de caractéristiques sociales sur les sujets, sur les phénomènes sur lesquels on travaille. Dans le cas de l'obésité, c'est d'autant plus intéressant déjà que la prévalence de l'obésité est beaucoup plus importante dans les classes sociales populaires. Donc la dimension de la classe, elle est extraordinairement importante, notamment parce que les représentations, les stéréotypes péjoratifs en direction des personnes en situation d'obésité sont aussi très proches des stéréotypes que l'on peut voir en direction des personnes en situation de précarité. Donc on va avoir des éléments vraiment à analyser de manière croisée, de manière conjointe. Donc sur la question de la classe, c'est indispensable. Après, sur la dimension de l'origine ethno-raciale ou migratoire, c'est important parce qu'en fait, très souvent, les représentations de la grosseur et les représentations du poids idéal sont des représentations qui ont été construites dans la société occidentale. Et donc, ce sont des représentations qui ne sont pas forcément identiques dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés. Par conséquent, la grossophobie, c'est aussi parfois l'expression d'une forme de racisme de certaines populations qui ont des corporalités différentes parce qu'ils ont été élevés dans des cultures différentes, mais qui ont aussi des idéaux corporels différents. Et on le voit très bien lorsqu'on travaille par exemple sur des pays, par exemple comme les pays du Maghreb, dans lequel il y a en forme une sorte de décalage actuellement entre les normes traditionnelles, culturelles qui vont valoriser par exemple certaines formes de grosseur. Alors, c'est jamais des formes de grosseur très importantes, en tout cas pas dans ces pays du Maghreb, ça peut être le cas dans d'autres pays, mais pas dans les pays du Maghreb, mais voilà, qui vont valoriser certaines corporalités plus rondes, notamment chez les femmes, parce que c'est des signes positifs de fertilité, de beauté, etc., de la jeunesse. Et à côté de ça, chez les classes sociales plus aisées dans ces pays-là, on voit qu'il y a une sorte d'appropriation des normes corporelles plutôt occidentales. Et donc il y a vraiment un décalage très intéressant à analyser sur cette question-là. Le terme de grossophobie ne s'est imposé que récemment dans le débat public. Pouvez-vous nous parler de ce terme ? Alors le terme de grossophobie il est intéressant puisque c'est un terme qui a été inventé par les militantes anti-grossophobie dans les années 90 et qui avait été plutôt réservé à la sphère militante pendant une vingtaine d'années, donc qui était assez peu utilisé dans les médias. Et à partir des années 2010, de la décennie 2010, on a vu progressivement une appropriation de ce terme par les médias pour vulgariser d'une certaine manière le vécu des personnes en situation d'obésité. Donc moi je trouve que c'est un terme intéressant puisque c'est un terme bien sûr qui est parallèle au terme par exemple d'homophobie, de transphobie, etc. Donc c'est un terme qui est intéressant pour les parallèles qu'il peut faire en termes de discrimination. En revanche, là où il est plus embêtant de temps en temps, c'est qu'il met l'accent sur la phobie, donc la peur. Or, on n'est pas vraiment, en termes de discrimination des personnes en situation d'obésité, sur la peur de ces personnes-là, on est plutôt sur la haine, le rejet, la stigmatisation de ces personnes-là. Et donc, ça aurait été plus intéressant d'avoir un terme qui mette plus l'accent sur ce stigmate-là et moins sur la question de la peur. Nous, en sociologie, c'est un terme qu'on n'utilise pas forcément, on va plutôt parler de stigmatisation et de discrimination. D'ailleurs, moi, dans mon travail de thèse, je n'ai jamais utilisé ce terme-là, qui n'était pas tellement utilisé à l'époque. En revanche, quand on travaille sur les représentations sociales de manière générale dans la société, voilà, je pense que maintenant, c'est un terme qui a été bien acquis, bien accepté, et donc pourquoi pas l'utiliser. Quelles seraient vos préconisations quant au traitement médiatique de la grossophobie ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans les médias, dans la manière dont on traite la question du surpoids et de l'obésité. Je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est que très souvent, les médias vont mélanger déjà les termes de surpoids et d'obésité, alors que ce sont des termes qui ont maintenant comment on pourrait dire ça, un sens non pas forcément médical, mais descriptif, et que par conséquent, il faut faire attention aux termes qu'on utilise.
On voit par exemple des médias qui vont dire plus de 50% de la population française est en situation d'obésité, alors que c'est faux, ils mélangent dans ces cas-là la catégorie de surpoids et d'obésité. Ou alors un autre problème, ils vont dire voilà 50% de la population française est en surpoids et en situation d'obésité, donc pour le coup ça c'est bien en termes de chiffres. Et puis ils vont mettre dans les médias la photo d'une personne, par exemple pour publier l'article, la photo d'une personne qui est en situation d'obésité extrêmement grave, qui représente moins de 1% de la population. Et donc on a un chiffre très racoleur, très fort, très important, plus de 50% de la population, et après il nous montre une réalité visuelle qui correspond à une toute petite minorité de la population. Et ça, pour moi, c'est une situation de dramatisation de la question de l'obésité qui me semble très problématique dans les médias. Un autre élément qui est problématique, c'est la déshumanisation des personnes en situation d'obésité dans les images utilisées. On voit beaucoup d'images, par exemple, de personnes en situation d'obésité sans tête. Ou alors uniquement axées sur justement peut-être par exemple leur ventre si elles ont un gros ventre, ou uniquement axées sur vraiment des éléments, des caractéristiques négatives de leur corporalité. Ça c'est une forme de déshumanisation. On pourrait imaginer que par exemple si on interroge une personne en situation d'obésité, justement on travaille les biais visuels et donc on l'interroge exactement de la même manière qu'on va interroger quelqu'un qui n'est pas en situation d'obésité. Donc il y a vraiment un travail à faire sur les dimensions de l'image, et je dirais que le troisième biais c'est le manque de représentativité des personnes en situation d'obésité. Il y a à peu près 17% en France de personnes en situation d'obésité, hommes et femmes. Alors moins chez les plus jeunes et un peu plus chez les plus âgés, mais voilà, de manière générale, c'est un peu le taux de prévalence. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas à peu près le même pourcentage d'individus en situation d'obésité dans les médias? On a l'impression du coup qu'il n'existe pas. Alors encore une fois, la question c'est pas de montrer les situations d'obésité les plus graves, puisqu'elles sont très très minoritaires. En revanche, on ne voit même pas des personnes qui sont en légère obésité, qui sont majoritaires dans la catégorie d'obésité, et ils ne sont pas du tout présents dans les médias. Comme toujours, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure formation des journalistes sur ce que c'est que l'obésité, sur la complexité de l'obésité, sur la grossophobie aussi, et sur toutes ces petites actions du quotidien qui conduisent en fait à être grossophobe et discriminatoire sans même le vouloir nécessairement, sans même intentionnalité directe. Ça, je pense que c'est très important. Ensuite, je pense qu'il faudrait effectivement qu'il y ait une meilleure représentation des personnes en situation d'obésité, mais pas nécessairement pour leur faire parler de leur obésité, parce que c'est un problème aussi de réduire ces personnes-là à leur corporalité. On a des personnes en situation d'obésité qui peuvent être mathématiciens, charcutiers, boulangers, physiciens, peu importe, quel que soit leur métier, et on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait une sorte de réflexion plus générale dans les médias sur le fait qu'on va essayer de montrer des personnes qui représentent corporellement plus de diversité, et pas uniquement d'ailleurs par rapport à la question de la grosseur, mais aussi par rapport à la question de la couleur de peau, etc. Mais sans que ça soit centré sur leurs caractéristiques corporelles de grosseur. L'arrivée de nouveaux médicaments anti-obésité présente-t-il un risque d'aggravation de la grossophobie ? Alors c'est vrai que les nouveaux médicaments peuvent effectivement accentuer la grossophobie. Alors est-ce qu'il y aurait une dramatisation? C'est difficile à dire parce que moi je trouve que la situation est déjà assez grave en fait et qu'il y a énormément de grossophobie notamment sur les réseaux sociaux et sur internet de manière générale. Donc est-ce que ça peut être pire que ça? C'est difficile à dire. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne va pas arranger la situation, et notamment effectivement en termes d'injonction à perdre du poids, avec cette idée un petit peu naïve qu'il suffirait de prendre des médicaments en oubliant complètement les effets secondaires, le coût financier très élevé de ces médicaments, aussi pour la société et pas uniquement pour l'individu concerné, et aussi en oubliant complètement que ces médicaments, dans une partie très importante des cas, lorsqu'ils sont arrêtés, en fait les personnes reprennent du poids. Donc encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une très mauvaise compréhension de la complexité de l'obésité et même du fonctionnement biologique de l'obésité. Donc oui, ça va accentuer la culpabilisation de ces personnes en leur disant il suffirait de prendre des médicaments et comme ça vous serez guéri. On voyait ça avant avec la question de la chirurgie bariatrique. On disait aux gens il suffit de faire la chirurgie en oubliant complètement, sans même connaître la complexité de la chirurgie qui à un moment donné était quand même très risquée aussi pour la santé des personnes concernées. Donc là je pense qu'on est un peu dans la continuité en fait de ces discours culpabilisateurs.